Gaëtan Rançon représente l'Université populaire de Bordeaux. Nadia Opkani va nous parler aussi de l'Université populaire et puis du modèle de conférence gesticulée avec Pauline. Comme tu réinterviendras demain, on représentera. Anne Vicente, elle a coordonné le festival Pint of Science dans la ville de Metz. Et puis elle vient des sciences non sociales ici. Et donc, je pense qu'elle a aussi un regard intéressant à apporter sur tout ce qui s'est dit. Et puis, je continuerai peut-être après sur l'injection. Sur les conférences gesticulées. Sur les conférences gesticulées. Alors, les conférenciers gesticulants ont une propre définition des conférences gesticulées, et puis on a réfléchi aussi avec Pauline sur comment on pourrait donner une définition un peu sociologique des conférences gesticulées. Donc la définition des conférenciers gesticulants, c'est que les conférences gesticulées, c'est une espèce de forme un peu spectaculaire, sous forme spectacle, où on va essayer de mélanger des savoirs dits des savoirs chauds, c'est-à-dire des savoirs d'expérience, du vécu, et ce qu'on appelle, du coup les savoirs froids, qui seraient des savoirs universitaires. On va essayer en fait de parler de sa propre expérience pour essayer justement de faire une analyse un peu plus générale avec un regard qui peut être un peu plus d'analyse générale de la société. Après, quand on discutait avec Pauline sur comment on pourrait définir un peu, avec une approche un peu sociologique des conférences gesticulées, on pourrait dire que c'est une forme de mise en récit de soi, où on va avoir une tentative de lecture sociologique et politique de son propre parcours, qu'on va essayer de mettre en scène, et on va essayer de montrer aussi le point de vue situé. C'est pour ça que Pauline, elle a commencé en disant moi je viens j'ai grandi dans une famille communiste, donc j'ai un regard, quelque part, une socialisation qui m'amène à porter un certain regard sur mon histoire et sur la découverte, sur son terrain de recherche ou d'enseignement. Et après, l'idée, c'est aussi dans l'éducation populaire, il n'y a pas que des chercheurs qui font des confs. En fait, on est très peu nombreux encore parmi les chercheurs à monter nos confs. Oui. Et en fait, la plupart des gens aussi, c'est de déconstruire ce qui les a construits socialement, quoi. C'est l'objet et l'enjeu, je pense, de la conférence gesticulée. Et après, peut-être pour ceux qui ne connaîtraient pas l'outil ou son fonctionnement dans la salle, en fait, il y a plusieurs scopes d'éducation populaire, certaines plus ou moins politisées, en France. Et nous, on a suivi des formations. Donc moi, c'est avec l'Ardeur, c'est une scope d'éducation populaire politique qui est basée en Bretagne, en Pays de la Loire, qui est pilotée par 5 formateurs, dont Franck Lepage. Vous avez peut-être vu les vidéos sur Internet, sa conf sur la culture, la place de la culture. Et puis Anthony Pouliquin, qui lui travaille la socio du sport, une autre histoire du sport, et puis des classes sociales. Et Nadia également. Moi, c'était avec la scope du Vent debout, qui était basée à Toulouse, du coup aussi avec une formation avec Franck Lepage. Je pense que c'est important d'avoir en tête que, du coup, la conférence gesticulée, c'est une prise de position personnelle et politique. On va un peu se dévoiler en tant que personne pour essayer de proposer une analyse critique et politique d'un environnement. Alors effectivement, je pense il y a 6 ou 7 conférences gesticulées de chercheurs, mais sinon... sur 200 conférences. Voilà, sur à peu près 200 conférences. Donc ça veut dire qu'en fait, principalement, c'est n'importe qui veut faire une conférence gesticulée pour parler d'un domaine, d'une expérience de vie, d'un sujet qui touche. Là, du coup, la particularité, c'est que du coup, en tant que chercheur, il y a une prise de position où il faut assumer une certaine forme de subjectivité, de normativité, par rapport à une prise de position personnelle et une analyse qui va être inspirée de travaux de recherche et à la fois inspirée aussi de son propre vécu et aussi potentiellement d'idées qu'on souhaite défendre. Alors, bonsoir à tous, moi c'est Anne Vicente et je suis doctorante en écotoxicologie microbienne. Donc même si Maëlys vous ne l'aurait pas dit, je pense que vous auriez deviné que je ne suis pas en sciences sociales. Donc moi j'ai apporté un petit peu un regard extérieur en fait justement sur la médiation des sciences en sciences sociales et notamment à travers en fait l'organisation du festival Pint of Science pour la ville de Metz
Donc je suis un peu curieuse, une petite question. Qui a bien entendu parler justement du festival Painter Science dans la salle? Donc super, vous êtes déjà pas mal. Et une deuxième question, qui a déjà participé à une soirée Painter Science? Il y a du personne. D'accord, mais c'est exactement ce que je voulais justement. Donc en fait, Painter Science, c'est un événement international de médiation des sciences. Le concept, c'est de provoquer une rencontre. En fait, on va amener les chercheurs à la rencontre du grand public dans un lieu neutre, agréable, dans un bar. Donc en fait, le but, c'est de bannir le mot conférence et tous ces mots qui font peur. Il y en a pas mal lors des précédentes interventions qui ont justement dit qu'ils bannissaient certains mots, qu'ils essayaient justement de ne pas faire peur au grand public pour leur dire que c'était accessible et que c'était justement des conférences tout public. Le but, c'est vraiment de faire de la médiatisation des sciences et donc s'adresser à tout le monde. Donc nous, en fait, on essaye de toucher un large public. On a toutes les catégories d'âge et le but, c'est vraiment de transmettre un message et de parler de recherche, mais sans perdre le fond. C'est vraiment les chercheurs qui vont parler de leur recherche, et aussi bien en sciences entre guillemets dures, donc en sciences non sociales qu'en sciences sociales. Alors c'est vrai que d'un point de vue sciences sociales, il y a un petit peu moins d'intervenants, mais par contre, quand on va les voir, souvent c'est les plus motivés, et en fait ils sont super contents qu'on leur donne la parole et qu'on leur donne l'occasion justement de parler de leur recherche à un public non initié. Moi j'ai des questions, mais c'est plus intéressant que vous, que vous posiez les autres. Voilà, vous pouvez prendre même si vous après vous avez aussi envie de réagir par rapport à ce que vous avez vu, entendu les uns les autres. Vous pouvez, c'est un peu le quart d'heure anarchique là. Vous pouvez faire tout le monde peut prendre la parole et puis si vraiment personne n'a envie de parler, je fais. Il y a Yann qui. Merci. C'est une question de sociologues qui se pose, je pense, à vos deux événements. C'est est-ce que vous avez cherché à étudier le profil des usagers de votre université ou de Painter Science? Est-ce que vous savez où ils viennent, un peu leurs caractéristiques? Est-ce que la volonté, notre manière de le dire, c'est est-ce que la volonté d'ouverture reçoit un public pour élargir la question, moi j'ai un peu travaillé sur le Collège de France qui se définit toujours comme un établissement ouvert à tous. On n'a besoin d'aucune. Les portes sont toujours ouvertes. Maintenant, quiconque y va et regarde quels sont les gens qui bénéficient de ce genre de lieu, remettre en perspective un peu l'efficacité du projet. Merci. Ouais. Moi je peux répondre. Ouais. On nous pose beaucoup cette question, mais du coup vous êtes populaire, si vous êtes une université populaire. Sous-entendu, est-ce que des pauvres et des arabes viennent chez vous? Alors on n'a pas d'études quantifiées, du coup je ne peux pas vous répondre à cette question. Je peux me baser sur des impressions qui n'ont aucune valeur scientifique. Du coup je ne sais pas. Mon impression c'est que ça va vraiment dépendre des formats et que dans les conférences un peu plus classiques, on va avoir plus de retraités, de vieux, et que plus on a des retraités des vieux, plus on a des retraités des vieux, que dans les ambiances bars, parce qu'on fait aussi des formats dans les bars, ça marche pas mal, les cabarets politiques. On va avoir effectivement plus de militants, de jeunes, et ce qu'on appelle la mixité sociale qui va être là, mais on va avoir aussi surtout des bénévoles qui ne sont pas des chercheurs, et qui du coup ne s'intéressent pas beaucoup à réfléchir sur eux-mêmes comme les chercheurs peuvent le faire, mais plutôt de faire. Voilà, donc la réponse est je ne sais pas. Peut-être qu'on peut, nous, avoir des éléments de réponse sur le type de public qui vient aux conférences gesticulées, parce que ça, c'est encore un autre élément. Enfin, je pense que Nadia, Nadia a une plus grande expérience de... Moi, elle est fraîche, ma conférence gesticulée, mais en tout cas, ce que je peux en dire des 5 ou 6 fois où j'ai joué, où je projette de jouer là, j'ai pu jouer sous un chapiteau à l'invitation de riverains qui bataillent à Nantes contre un projet de promotion immobilière. Et donc dans la salle, il y avait des gens de la maison d'accueil de jour, des personnes à la rue, sans abri. Il y avait des étudiants, il y avait des enseignants de l'école d'architecture de Nantes, il y avait des riverains, des habitants. Et qu'en fait, le moment où les rires arrivaient dans la salle n'était jamais au même moment. Mais quand même, tout ce petit monde a tenu 1h30 sans sortir, en fait, de la salle. Donc ça a beaucoup impressionné les collègues chercheurs qui étaient dans la salle.
Voilà. Et après, donc au-delà de ça, ça peut être amené, donc là c'est un peu particulier aujourd'hui, je pense, hein, ça doit être assez, encore peut-être à dire, mais par exemple de jouer dans ces contextes-là, à l'invitation de riverains, de jouer à la Ligue des droits de l'homme à Bruxelles, parce que c'est dans un autre contexte et c'est une formation à l'intention des professionnels de l'urbanisme, juste avant les élections municipales qui vont avoir lieu là-bas en octobre. Enfin voilà, en gros, c'est des contextes assez variés, ou dans une scène de théâtre national à Marne-la-Vallée, parce que là c'est un festival de conférences gesticulées dont on imagine qu'évidemment ce ne sera pas le même type de public. Mais je trouve en tout cas, de mon petit point de vue pour l'instant là, et puis Nadia abondera parce qu'elle a beaucoup plus joué et aussi dans des fêtes de l'humanité, moi j'ai pas testé encore, où les gens en viennent aux mains, donc ça c'est encore un autre sujet. Mais en tout cas, je pense qu'en tant que chercheur et enseignant aussi, eh bien, c'est aussi se confronter à d'autres types de publics que des étudiants, en plus en école d'archi, dont on sait la provenance voilà, en termes de classe sociale, mais aussi voilà, différents d'étudiants en formation professionnelle continue ou qu'on pourrait rencontrer dans les centres nationaux d'art et métiers. Et donc ça, je trouve qu'en tant que chercheur aussi, et c'est le truc pas facile aussi, enfin moi je découvre ça, c'est de se confronter à ce que les gens viennent vous dire après la conférence. Et qui est très différent de ce que l'on va avoir comme type d'échange avec des collègues. Et donc là, c'est un effort, vraiment. Enfin, moi, je le vis pas encore très bien, là. Mais c'est un autre registre de discussion à l'issue de la conférence qui est très différent. Voilà. Qui passe entre des discussions politiques, personnelles, limite des fois psychologiques aussi, sur des problématiques de domination, où les personnes viennent demander comment tu as vécu ça ou telle expérience de vie. Pareil, moi je parle aussi d'impression, parce que quand en situation de présentation de conférence gesticulée, on ne sait pas exactement qui est dans la salle, mais on voit qui nous invite. Donc par exemple, il y a des syndicats aussi qui peuvent inviter. Moi je me suis retrouvée à jouer dans des syndicats dans un rassemblement national de Sud PTT, donc il n'y avait que des postiers dans la salle. La fête de l'UMA, effectivement, il y a eu une baston à la fête de l'UMA pendant ma conférence, parce que visiblement ça suscitait des questions qui étaient difficiles sur le nouveau management public, et où du coup il y a des personnes qui avaient des expériences, la conf est sur la CAF, où effectivement il y avait des expériences de vécu qui ont clairement du coup généré des tensions entre plusieurs personnes. Dans les associations militantes, alors là en termes de diversité, on n'a pas forcément d'un profil de chercheur, mais plus un profil de militant, déjà éclairé avec des points de vue, potentiellement un rapport à la lecture des fois assez, des gens qui ont pas mal lu, des chercheurs ou alors pas du tout. Je me suis retrouvée aussi à être programmée dans des salles de théâtre, programmation municipale. Donc du coup là on a une diversité, mais qui va être plutôt le public qui a l'habitude de sortir au théâtre, qui n'est pas nécessairement un public, qui peut être un public varié, mais plutôt classe moyenne dans l'idée. Après je me suis retrouvée à jouer aussi dans des cafés associatifs, dans des milieux, milieu rural ou urbain, mais vraiment des fois milieu rural. L'endroit où j'ai joué, où il y avait vraiment le plus petit lieu, c'était un café associatif dans un village qui faisait 27 habitants. Sauf que dans la salle, il y avait 50 personnes et qu'ils étaient à fond. Et là, du coup, d'une diversité aussi, avec des personnes, des parcours vraiment très différents. Pas mal d'agriculteurs, pas mal de gens qui n'ont pas forcément l'habitude de pousser les portes d'un théâtre ou d'une conférence. Comme la conf est sur la CAF, il y a un peu le truc de il y a un truc sur la CAF, donc quand on va jouer dans un centre social, il y a des gens qui viennent se dire est-ce que c'est une présentation sur l'information, sur les droits à la CAF, donc des gens qui n'ont pas compris que c'était un spectacle. Donc là en termes de diversité c'est intéressant, parce qu'il y a des gens qui n'avaient pas prévu d'être là ou qui n'avaient pas compris qu'ils allaient se retrouver avec quelqu'un qui allait expliquer des expériences de recherche. C'est assez variable en fonction de qui invite. C'est difficile d'avoir une visibilité dessus. En tout cas, moi j'ai quand même l'impression qu'il y a une beaucoup plus grande diversité que dans un environnement universitaire. Et du coup, moi. Allez-y. Oui, vous pouvez poser vos questions. Allez-y. Oui, chercheurs. Elle n'a pas le temps de répondre, pardon.
Ma question, en fait, pourquoi conférence gesticulée, pourquoi pas conférence théâtrale? Bon, vous venez un peu de l'expliquer, mais pourquoi le terme gesticulé, pourquoi pas théâtrale? La première conférence gesticulée, elle a été montée par Franck Lepage et il ne savait pas trop comment intituler son truc. Rétrospectivement, il n'est pas forcément content du terme conférence, parce que déjà quand on dit conférence, ça casse, ce que tu disais tout à l'heure, ça casse un peu potentiellement l'accès à certaines personnes qui voient conférence et qui se disent mais moi je ne veux pas me sentir à l'aise là-dedans. Ça aurait pu être un spectacle politique, spectacle gesticulé, enfin bref, c'est lui qui a donné ce nom-là, parce qu'à la base ça ressemble un peu à une conférence, mais en même temps voilà, on va bouger, on va donner quelque chose d'incarné. Et aussi, je crois que de ce que j'en avais compris quand on me l'a expliqué, la gesticulation ne s'opère pas que par la personne qui est sur scène et qui bouge, mais dans la tête des gens qui écoutent, parce qu'en incarnant des savoirs, ce qu'ils appellent, si je reprends le terme, savoir froid, savoir chaud, donc des savoirs froids à partir d'une expérience incarnée d'une personne, eh ben, ça va provoquer chez le spectateur le fait qu'il se reconnaisse dans sa propre histoire et qu'il gesticule lui aussi. Et je crois qu'il y avait cette intention-là dans l'intitulé, que l'on ne revendique pas. Donc, voilà, je précise. Du coup, moi, je vais me permettre de répondre à la question d'avant. Donc, au niveau de Pint of Science, en fait, on fait des statistiques, on en revient encore à ça, mais on a un questionnaire de satisfaction à remplir à la fin, donc si on le veut, bien sûr, et on regarde en fait les tranches d'âge, si justement c'est un public initié, non initié, s'ils ont fait des études de sciences, quel type de sciences, etc. Donc, on a un peu des informations là-dessus. Et en fait, on s'est rendu compte que le public qu'on avait en face de nous était beaucoup dépendant du bar choisi. Donc en fait, souvent, c'est le public du bar, et on a certains bars cafés qui accueillent d'habitude une population plus âgée, et donc on va avoir un public plus âgé en face de nous. Et souvent, en fait, c'est les habitués du bar qui viennent, en plus, bien sûr, d'autres personnes qui veulent vraiment assister à cet événement. Mais le choix du bar, finalement, on s'est rendu compte que c'était hyper important, finalement, dans la population qu'on allait avoir en face de nous. La bien fameuse lutte des places et la ville-bulle, où on croit que tous les espaces sont publics, mais quand même, quand on y regarde de plus près... C'est ça, c'est un espace public, mais on se rend compte que c'est un biais, en fait... Élodie. Est-ce que l'expérience de la thèse en 180 secondes, à part la compétition nationale, est-ce que ça amène à rencontrer... Est-ce que les gens regardent sur YouTube? Est-ce qu'il y a des commentaires? Est-ce que... Alors bon, je ne sais pas trop. Pour la demi-finale bordelaise, donc, qui avait lieu à Bordeaux, je sais que c'était un public essentiellement de lycéens. On avait fait venir des lycéens. Après, pour les vidéos, bon, je crois essentiellement ça marche par le bouche à oreille. Moi, je sais que mon labo a beaucoup regardé ma présentation, donc tous les collègues, etc., les doctorants, les profs aussi. Après, bon, j'ai pas d'informations concernant les gens qui regardent les vidéos du concours. J'en sais pas plus. Bonjour, Aurélie Couture, moi je m'occupe d'une structure de valorisation de la recherche qui s'appelle le Forum Urbain, on en a parlé tout à l'heure autour des questions urbaines. Et donc une de nos missions c'est de mettre en débat des savoirs et d'organiser des temps de valorisation auprès d'un public non scientifique. Et donc une grosse question qui se pose, c'est comment mobiliser ces publics, comment on fait pour s'adresser à eux, pour justement parler des termes qu'on utilise pour justement pas faire peur. Alors, je voulais peut-être vous entendre un peu sur les stratégies, les échecs que vous avez eus, les réflexions que vous avez pu avoir sur comment faire justement pour donner envie à un public non initié de venir assister à ce genre d'événement. Pareil, j'imagine dans Pint of Science, il faut à un moment donné aussi attirer le public. Donc ça, c'est une première question. Et deuxième question, peut-être comment on fait pour accompagner les chercheurs sur des formats et des manières de s'exprimer, de parler à un public auquel ils n'ont pas forcément l'habitude de s'adresser. Ou comment vous êtes accompagné. Du coup, moi, je vais me permettre de commencer. En termes de communication, c'est vrai que au niveau de Metz, en tout cas, on a eu de la chance, c'est qu'on a travaillé avec le service de culture scientifique et technique de l'Université de Lorraine. Donc on a eu un gros appui, parce que nous en fait on est des bénévoles, moi je suis doctorante et la communication j'y connaissais rien. Donc on a eu un fort appui en fait de ces personnes et on a fait comme un événement classique, donc des flyers, des affiches, on est passé par les réseaux sociaux. Après c'est beaucoup de bouche à oreille, donc on en parle aux copains qui en parlent aux copains qui en parlent aux copains.
Et après, on a été aussi dans la rue en parler aux gens, expliquer un petit peu ce que c'était. Et après, on a de la chance, c'est qu'en fait, c'est un événement international. Donc en fait, la communication nationale bénéficie aussi au niveau local. Donc nous, c'était un gros atout en fait de s'inscrire finalement dans un festival global. Donc au niveau de la pub, c'était vraiment un gros atout. Et pour l'accompagnement des chercheurs, on a justement des modules en fait de médiation des sciences au niveau de l'Université de Lorraine avec des personnes qui font du théâtre ou des choses comme ça pour apprendre un petit peu à accompagner les chercheurs qui le veulent. Donc ça, on avait mis à disposition la première année. Donc nous déjà, on les rencontre, on discute avec eux et on essaye de voir justement ce qu'ils veulent proposer et on essaye justement de se placer dans un contexte où en fait on ne connaît pas du tout ce qu'ils vont nous présenter, c'est pas notre domaine. Et on leur pose des questions justement sur tel ou tel mot. Même pendant le jour des représentations, finalement, on essaye d'expliquer les mots, enfin de poser même des questions un peu qui peuvent paraître niaises, mais pour montrer à tout le monde qu'ils peuvent justement poser les questions qu'ils veulent. Aucune question en fait n'est stupide, hein, et c'est ça qu'on essaie de faire passer. Donc il peut y avoir un accompagnement au besoin. C'est pas nécessaire parce qu'il y en a qui ont l'habitude, hein. Il y a des chercheurs qui savent très très bien comment transmettre un savoir et d'autres, c'est vrai, qui ont un petit peu plus de mal peut-être sur le PowerPoint, sur le format, peu importe. Et cela, on leur propose un accompagnement. Pour ce qui est de l'Université populaire de Bordeaux, déjà il y a aussi tout un courant dans notre courant d'éducation populaire politique qui est qu'il n'y a pas de public non initié au savoir, puisqu'on est tous porteurs et porteuses de savoir. Et que du coup, c'est plutôt à ce titre-là qu'on travaille autour des savoirs, que des bénévoles vont organiser par eux-mêmes des choses. C'est tout de suite plus facile d'avoir des gens quand c'est les gens qui organisent leurs propres événements et qui sont acteurs de savoir. On va avoir la commission chaire, par exemple, où effectivement il y a des événements où on a eu moins de monde. Sur la question de la chaire sur le genre et la ville, où on a eu une vingtaine, trentaine de personnes. Mais voilà, c'était essentiellement des bénévoles de l'association, quelques étudiants qui étaient intéressés par cette question. Et c'était Yves Rebaud qui était intervenant avec c'était des chercheurs pour le coup. La commission chaire, elle va valoriser la parole experte pendant 1 heure, et c'est un des objectifs de l'association, un de ses bénévoles, c'est de cadrer leur parole pour que ça soit pas trop long, de leur expliquer qu'il faut que ça reste accessible. Et il y a toujours, les bénévoles prennent toujours le temps pour travailler avec les chercheurs en amont, leur expliquer tout simplement qu'ils comprennent rien à leur sujet et qu'il va falloir être clair. En général, on rencontre les bénévoles et puis les chercheurs et les chercheuses réussissent à cerner un peu l'idée. Et pour ce qui est de faire venir des gens, parce que c'était aussi la question, en fait, comment on fait pour que ça reste accessible, nous, c'est aussi beaucoup au travers de savoirs qui peuvent donner du pouvoir d'agir. Une conférence gesticulée sur la CAF, une chaire sur le pouvoir et l'absence de pouvoir dans le système capitaliste et dans la communication, de montrer que c'est pas juste des savoirs pour devenir plus intelligent, mais que ça peut nous donner un pouvoir d'agir militant, qu'il y a un atelier. Après, on a organisé une chaire sur le numérique. On travaillait avec Aquilenet, qui a fait par la suite un atelier pour apprendre à crypter ses mails. Bref, on essaie de travailler à comment on peut faire des liens entre des savoirs pratiques, des savoirs d'action, des temps d'action, et que les savoirs désincarnés et théoriques dans l'association, c'est pas vers ça qu'on se dirige. Voilà pour la question. Après, sur les publics aussi qui viennent et comment on fait pour que les publics non initiés viennent, c'est beaucoup les lieux. On travaille dans plein d'endroits différents, et pas uniquement à l'Université de Bordeaux, dans des bars, comme je le disais, dans des théâtres, dans des assos locales, des petits grains, centres sociaux. L'idée n'est pas de rester cantonné dans un lieu, mais plutôt de créer plein de partenariats avec plein d'espaces pour... ça ramène plus facilement du public et des gens qui nous découvrent et continuent après à nous suivre. Et de travailler sur la durée aussi, ouais. Tout le travail de communication sur Facebook, la newsletter. Ça fait 9 ans qu'on existe, donc forcément il y a un public qui s'est constitué. Il y a Combien de personnes sur la newsletter? On a dépassé 2000 personnes, et c'est vrai que là maintenant on a dû refuser beaucoup de personnes. Après on a fait 90 événements cette année, avec beaucoup de public et beaucoup d'événements où il n'y a pas eu la possibilité de faire rentrer tout le monde. On est en recherche de lieux grands, parce que quand on fait une conf avec Bernard Friot et Mathilde Larère, comme on a pu le faire samedi,
220 personnes et ça rentrait pas plus, donc on a dû refuser 50 personnes. Quand on a fait avec Pierre Carl et Usul, justement, sur la question des médias et de la critique des médias, pareil, impossible de faire rentrer tout le monde. Là, pour le coup, en termes de public, c'était très intéressant parce qu'il y avait énormément de jeunes, des gens qui venaient d'ailleurs de Bordeaux pour venir voir cette conf Pierre Carl et Usul. Et voilà, on a pas mal d'événements comme ça où ça devient compliqué. On se plaint, voilà, je me la pète un peu. Hein. On a trop de public, nous c'est compliqué. On vous en donne si vous voulez. Après, tous nos événements sont gratuits, ça aide pas mal. Hein. On n'a pas à s'inscrire, ça aide pas mal aussi. Et c'est extrêmement divers. Donc du coup, il y a des fois aussi des gens qui viennent et qui savent pas si ça va être une conférence gesticulée, une chaire, un cabaret, une conférence participative, etc. Et il y a un peu ce côté, on ne vient pas consommer du savoir, mais on peut juste découvrir quelque chose et après rencontrer un bénévole pour organiser quelque chose d'autre. Voilà, j'ai beaucoup parlé là. Donc moi, pour ce qui est du concours de ma thèse en 180 secondes, donc on est accompagné par 2 formateurs. Bon, alors il faut savoir que moi, donc, en sciences de gestion, il y a très peu de doctorants qui se présentent au concours. C'est ce que je disais à mes collègues tout à l'heure, il y a une espèce d'autocensure, puisqu'en fait, on se sent pas légitime, pas crédible par rapport aux sciences dures. Donc on revient toujours à cet éternel débat sciences dures, sciences molles. Donc c'est vrai qu'en gestion, je crois bien que c'était la première année, là, en 5 ans, à Bordeaux, qu'il y a une gestionnaire qui s'est présentée. Donc il y a très très peu de gestionnaires qui se présentent. Donc sinon, on était donc 37 candidats et sur je ne sais pas combien de doctorants à Bordeaux, il y a un nombre incroyable de doctorants à Bordeaux, mais très peu se présentent pour le concours. Pourtant, entre septembre et décembre, on reçoit des mails régulièrement de l'Université de Bordeaux pour nous inciter à passer ce concours, à accéder aux formations. Mais il y a encore un nombre restreint de doctorants qui se présentent et c'est essentiellement donc, des sciences dures qui se présentent, donc, notamment physique et chimie, qui sont vraiment très représentées. Donc on a 3 formations qui ont lieu en janvier-février, je crois. Donc on a une formation de 4 heures pour l'écriture du texte. Donc c'est une formation qui est vraiment très intéressante et très importante. C'est là qu'on se rend compte qu'on n'est pas clair. Donc il faut vraiment plus de 4 heures. Donc, la formatrice nous met sur la voie. On essaie de voir les mots-clés, les mots compliqués, comment est-ce qu'on peut les traduire. Et après, donc, s'enchaîne un travail de plusieurs jours, enfin, je ne sais plus combien de temps j'ai mis pour écrire mon texte complet. Il y a eu plusieurs versions, moi j'en ai eu 4. Donc on a revu l'accroche, parce que l'accroche est fondamentale. Donc moi j'étais partie donc, sur Vincent Van Gogh à la fin. Mais au départ, j'étais pas du tout partie sur ça, et donc il a fallu vraiment que je travaille bien l'accroche. Donc c'est des heures et des heures à l'écriture de ce texte-là, pour au final aboutir à une trentaine de lignes, à apprendre par cœur. Donc c'est très long comme travail. Et ensuite, on a une formation aussi de 4 heures donc sur la prise de parole à l'oral. Donc on est en petits groupes, on passe les uns après les autres, donc on est filmé. Et donc on a ensuite critiqué, donc critique positive et négative, sur notre prestation. Donc ça c'est vraiment très très enrichissant et il y a une très très bonne ambiance entre les doctorants. Et c'est ce que la formatrice essayait de vraiment mettre en place, un climat de confiance et la critique constructive. Donc on était vraiment une petite équipe soudée. Parce que c'est une formation... on est entre 6 et 7 personnes par formation, il y a plusieurs ateliers. Donc voilà pour les 2 formations de 4 heures. Et ensuite, la dernière, c'est la répétition générale. Donc on l'a faite dans le lieu où a eu lieu, je crois, justement, la demi-finale bordelaise. Et donc, on passe les uns à la suite des autres, encore une fois. Et donc, le formateur nous aide vraiment à s'ancrer. C'était vraiment le mot qui revenait régulièrement, l'ancrage sur scène. Donc, très important. Donc on a beaucoup de conseils sur ça, sur la gestuelle, sur la diction, évidemment sur l'éloquence, sur le détail d'éloquence. Donc c'est un exercice qui est pas évident du tout. On est critiqué, on est regardé, on entend sa voix, on se voit, donc c'est pas évident. Et c'est ce que je disais après à mes collègues, parce que j'ai eu la chance d'obtenir le 2e prix régional et j'encourage vraiment maintenant les doctorants en gestion particulièrement, puisque je viens de là, à tenter le concours. Parce que comme je le disais, il y a vraiment une auto-censure. C'est vraiment terrible. Il y a une espèce de complexe, vraiment, face aux scientifiques durs. Et donc, c'est très dommage pour après les gestionnaires, les sociologues. Mais il y avait des sociologues aussi qui s'étaient présentés. Mais c'est vrai qu'on est vraiment sous-représentés. Et c'est ce que me disait la formatrice. Elle trouve ça vraiment regrettable, qu'il y ait vraiment ce complexe. Donc voilà, donc on a eu trois formations pour préparer ce concours. Voilà, donc on est vraiment accompagné sur un mois et demi à peu près.
Merci beaucoup à tous et toutes. J'ai une question d'abord pour Pauline, ensuite pour mademoiselle qui a passé le 180, ma thèse en 180 semaines, d'accord. Vous avez beaucoup parlé dans le cadre de la conférence gesticulée des publics alternatifs à ceux de l'université. Quid de ceux de l'université, pour le dire plus simplement, est-ce que vous avez été confronté à des étudiants, à vos propres étudiants et à vos collègues? Et de ce point de vue-là, comment on fait pour passer du rôle d'enseignant-chercheur à celle qui maîtrise la parole en bas de l'amphi, à celle qui se met en scène, qui maîtrise encore la parole dans le cadre d'une conférence discipline, mais qui met en scène et qui se raconte? Alors je vous rassure, je ne suis pas schizophrène ou encore pas diagnostiquée, du coup je reste le même individu mais pluriel, hein, comme diraient certains sociologues. Oui. Donc de fait, bon, je ne sais pas si c'est une très grosse déformation de moi-même entre le moment où je suis dans le bas de l'amphi et où je suis en conférence gesticulée, même si le contenu diffère bien sûr. On est d'accord. Mais par contre, en effet, j'ai eu des collègues chercheurs dans le public, dont mon directeur de thèse, dont les enseignants avec qui j'enseigne depuis des années, dont les 15 étudiants de la formation professionnelle continue, voilà, qui m'ont eu en cours, etc. Bon. C'était pas facile parce qu'on a beaucoup d'appréhension, mais je pense qu'on se met soi-même les appréhensions. Non, mais juste pour dire que du coup, c'est peut-être une variation de registre. Je crois que la réception de la part de mes collègues, elle allait bien au-delà de ce que j'aurais attendu. Mes collègues urbanistes aussi, que ça a beaucoup ému parce qu'ils se sont reconnus. Là, vous n'avez vu qu'un extrait, mais il y a aussi beaucoup d'éléments à destination plutôt d'un public de professionnels et d'urbanistes, parce que quand on écrit une conf, on nous demande aussi de cibler des publics, enfin de les définir. Moi je pense qu'en gros, ça sert vraiment à la pédagogie aussi pour moi d'avoir suivi cette formation, parce que ça m'a fait prendre conscience qu'il y avait des choses que je pensais être vraiment très intelligibles parfois et qui ne le sont pas, et donc ça m'a fait du bien qu'on me le rappelle. Ça me fait depuis amener beaucoup plus d'anecdotes ou d'illustrations de ce que je pensais être des anecdotes sociologiques avant de faire la formation, dont je me suis rendu compte qu'on pouvait les rendre encore plus, sans doute plus intéressantes et plus tissées avec des savoirs. Et après, pour les étudiants, les retours que j'ai eus, bon après, peut-être que les étudiants, comme je suis leur enseignante et que je leur mets une note à la fin du semestre, sont obligés de dire que c'était formidable, mais en gros, ils disent surtout que ça leur donne envie de prendre davantage la parole. Alors, la particularité, c'est que moi, à l'école d'architecture, en plus d'enseigner le projet ou faire le suivi de mémoire, je donne des cours d'improvisation théâtrale en lien avec les processus de projet d'intelligence collective, voilà. Et donc en gros, j'ai un parcours d'improvisatrice de longue année et de longue haleine en parallèle. Donc c'est un peu biaisé. Donc j'étais déjà en bas de l'amphi à faire l'arbitre pour les matchs d'impro. Donc c'est pas valable en fait en ce qui me concerne de répondre à la question. Mais en tout cas, la traduction et les effets de traduction qu'il faut. Et je pense que moi, mon directeur de thèse est sorti de là en me disant bon, je vais rentrer. Mais je crois que je ne vais pas très bien dormir parce que ça m'oblige à cogiter et à me dire qu'est-ce que je fais moi finalement. Et ma question c'était celle-là, évidemment. Qu'est-ce que je fais moi en tant qu'enseignante-chercheuse? Et c'est votre conférence m'a forcé à me poser ces questions. Eux aussi, mais après, mes collègues m'ont dit ça nous ferait du bien quand même, peut-être, d'en passer par là nous aussi. Mais bon. C'est ce que j'ai ressenti. J'avais donc une autre, merci beaucoup, j'avais une deuxième question pour mademoiselle. Il se trouve que j'ai écrit un livre qui s'appelle La Société du concours et je suis assez fascinée par le fait qu'on organise un concours pour valoriser la recherche. Vous avez déjà répondu un petit peu à la question. Comment vous avez vécu cette situation de compétition? Écoutez, très bien, parce que je vous l'ai dit finalement, il y avait une compétition certes, mais on ne la ressentait pas vraiment. La formatrice a réussi, je pense, en nous mettant par petits groupes, à nous regarder, à faire des commentaires, des remarques constructives, et finalement il n'y a pas eu ce sentiment de compétition. Et d'ailleurs quand j'ai terminé après parmi les cinq Bordelais à partir en finale régionale, tout le monde était vraiment super content pour moi. Donc il n'y a vraiment pas, personnellement j'ai pas du tout ressenti cet esprit de compète, vraiment pas. Et Delphine, la formatrice, insistait sur ça. Elle avait vraiment envie qu'on soit un groupe soudé. Et quand les 5 finalistes bordelais sont partis à Pau pour la finale régionale, donc on était tous les 5, donc on concourait en plus avec 4 Palois,
Et donc on était tous les 5 très soudés, quoi. Donc on espérait vraiment que ce soit les Bordelais qui gagnent, mais voilà, oui, voilà, contre les Palois, mais quand même. Faut gagner à la fin. Voilà, quand même. C'est le marketing. Mais entre nous 5, entre les 5 Bordelais, il n'y avait vraiment aucune compète, quoi. En tout cas, je ne l'ai pas ressenti comme tel. Et donc, si je puis me permettre, parce que j'ai posé la même question à Nathalie, elle m'a dit donc effectivement il y avait un esprit constructif et bien bienveillant dans les formations, et qu'après par contre il y a des doctorants, et quand même pas mal, qui sont accompagnés par une famille, des amis qui les boostent comme pas possible, et pour qui c'était un drame absolu de ne pas être sélectionné en finale. Il y avait un stress qui était quand même réel pour beaucoup de gens. Merci beaucoup. En tout cas, je trouve ça très intéressant. Le type de vocabulaire que vous empruntez, l'autocensure, etc., c'est quelque chose qu'on peut régulièrement entendre autour des concours des grandes écoles, par exemple. Bien sûr. Je vois des logiques tout à fait similaires. Là, c'est vraiment propre aux gestionnaires. C'est terrible. Hein. Moi, mes collègues doctorants, c'est hors de question de participer à ce concours-là, quoi. Vraiment. Donc, moi, j'ai osé. Et puis finalement, voilà, l'exemple qui a marché. Très bien. Voilà. Juste en réaction, nous, quand on parle de sélection à l'Université populaire de Bordeaux, on fait plutôt référence non pas aux chercheurs qui sont sélectionnés à ma thèse en seconde, mais à la loi sélection qui est passée cette année et qui va sélectionner du coup les étudiants à l'université. Du coup, on fait beaucoup aussi référence à ça parce que quand on parle de savoir accessible, c'est aussi comment maintenant l'université elle n'est pas accessible à tout le monde et elle le sera de moins en moins. En plus de la domination symbolique par la domination des algorithmes et du grand capital. Voilà, c'était l'intervention gauchiste assumée. Est-ce que vous vous considérez comme des militants de la science ou des militants politiques ou un peu des deux? Et une deuxième question, est-ce que vous pensez vivre de ce que vous faites aujourd'hui, de continuer par la suite? Moi j'ai un CDI. J'en vis pas mal. Je commence du coup, pardon. Faut que j'arrête de faire des blagues. C'est une blague le CDI? Non, c'était pas une blague, c'est incroyable. Hein. Je suis coordinateur et animateur d'éducation populaire au sein de l'association. Il y a des financements qui me permettent de financer mon poste. Du coup, pour l'instant, j'en vis. Je me considère comme un militant. Du coup, pour moi, c'est politique d'être militant. Peut-être qu'on peut rajouter militant politique. Je ne me considère pas comme un militant de la science. Parce que je trouve ça marrant de dire ça. On ne dit pas science du tout dans notre association, la science avec un grand S, on parle vraiment des savoirs et pas de la science avec un grand S. J'ai pas mis un grand S. Oui. Mais comme je le voyais dans tous les prospectus un peu partout, la science, je sais pas, je saurais pas trop, je sais pas ce que c'est. Et moi, je suis pas du tout chercheur, du coup, universitaire, mais plutôt animateur. Et du coup, j'ai répondu déjà, non ? Voilà, donc je me considère comme militant, animateur, coordinateur et en CDI. Donc pour l'instant, j'en vis pas mal. En CDI précaire. Hein. C'est juste, c'est stylé de dire CDI. Parce que les enseignants-chercheurs, ils ont pas toujours de CDI. Non. Bon, voilà. J'ai répondu. Alors moi, je me permets juste de mettre le grand S, mais à la fin des sciences, donc les sciences et non pas la science. Juste comme ça. Après, position politique ou non, au sein de Point of Science, en tout cas, j'ai tendance à dire non. Ce qu'on essaye de montrer, c'est plus présenter des faits et pas prendre de position politique. Du moins, les soirées auxquelles j'ai assisté, c'était pas le but. Donc, il y en a peut-être qui le font, hein, bien sûr, mais je pense que c'est pas le but de la soirée. Et du coup, j'ai pas expliqué pourquoi j'étais militant politique, en fait, je me suis rendu compte. Parce que nous, on pense, du coup, et je pense que c'est un peu ce qui nous oppose, que les faits, ça n'existe pas dans la science comme quelque chose, qu'on devrait donner aux gens qui n'ont pas, mais plutôt que la science, ou du moins les savoirs, sont un espace de débat et qui sont, du coup, de fait forcément politiques. Tous les savoirs sont situés. Et l'idée est de comprendre d'où viennent certains savoirs, d'où viennent certaines prises d'opposition, certains débats. Voilà, là ça vient d'un chercheur universitaire, donc forcément il va parler de son langage dominant. Là ça va venir d'une... J'en sais rien, on a fait intervenir un économiste spécialiste de Uber et de l'économie des plateformes. Là. C'était très intéressant. C'était aussi très intéressant d'entendre en fait les coursiers Uber qui montent une coopérative de coursiers à vélo et ce ne sont pas les mêmes prises de parole. On se considère comme militant dans
la capacité, voilà, je me répète un peu, à donner, à permettre à tout le monde d'apporter leur savoir. Moi, j'ai juste une remarque. En fait, à Bordeaux, il y a un conférencier gesticulant qui s'appelle Benjamin Caillard, qui était maître de conférence en nanotechnologie, qui a monté une conférence qui s'appelle la science à... Comment il s'appelle ça? J'y ai presque. Je sais plus. Il explique en fait que sa thèse, il était en train de faire sa thèse en nanotechnologie et que en fait il y a l'armée qui a préempté sa thèse. C'est-à-dire qu'il n'avait pas le droit de la publier et qu'il y avait avant l'armée qui devait voir si ça les intéressait. Notamment parce que lui s'intéressait aux microparticules et au fait que les microparticules pouvaient avoir des effets secondaires qu'on n'avait pas encore étudiés. Lui, il travaillait sur la science sans conscience, sur le fait qu'à un moment donné, même dans les sciences dites dures, il y a des prises de position politiques, il y a une certaine éthique, et lui, sa conf s'appelle la science au service de l'humanité, entre parenthèses, la plus aisée. Du coup, il est sur cette posture à la fois de questionner le fait que des sciences dites techniques ou dites dures sont éminemment politiques aussi dans ce qu'elles recherchent et dans les personnes que ça peut intéresser. Du coup, ça me faisait juste penser au fait que, voilà, on a tendance à penser que les sciences sociales sont de fait, ou peuvent avoir des prises de position, mais en fait, ça peut aussi être le cas sur des questions de sciences dures. Pour l'autre question, je sais pas ce qu'on en vit. Donc moi, je suis maître de conférence associée à l'école d'architecture de Nantes, donc j'ai un temps plein à 1700 € net avant d'être à 850 € net pendant plusieurs années. Et puis pendant ma thèse, je gagnais 1450 € aussi en agence d'urbanisme. Donc mon salaire n'a fait que baisser depuis que je suis diplômée de cette école, où avant je gagnais bien ma vie en tant qu'assistante de recherche dans un labo. J'étais à plus de 2000 € et c'était la dégringolade. Donc cette année, c'est remonté, tant mieux. Voilà, donc moi j'ai passé les qualifs, j'ai brillé des postes, mais il y en a très peu en urba. J'attends les concours des écoles d'archi et en fait, travailler la question de la lutte des places sous la forme d'une conférence gesticulée, c'est aussi un moment donné où, en tant que jeune chercheur, on s'interroge un peu sur ce pourquoi on est en train de faire ça et de faire tout ça, et aussi parce qu'on voit ses collègues urbanistes ou architectes se poser exactement les mêmes questions que ses collègues chercheurs, et qu'à un moment donné, on voit que dans d'autres pans de la société ou du sociétal, il y a les mêmes problématiques, et on dit, bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi maintenant? Ça, c'est la question récurrente qui revient dans ma conférence gesticule. Et donc moi, on fait quoi maintenant? Je pense que c'est un moment, le besoin de faire un pas de côté par rapport à je ne vous dresserai pas le tableau, mais vous aussi qui répondez à des ANR, parfois sans succès, sans financement, dans des laboratoires, parfois c'est difficile. Et donc je pense que c'était un moment aussi, besoin de renouer avec la dimension sans doute politique, ou engagée en fait, de prendre position, de prendre place en fait, et d'essayer de faire sa place aussi autrement. Grâce à ce pas de côté. Donc moi je pense que pour l'instant c'est un peu une soupape. En vivre, la question se pose, puisque certains en vivent. Voilà, on fait des appels du pied du côté des scopes d'éducation populaire et politique. Moi je pense qu'en tant que jeune enseignant-chercheur, c'est aussi montrer qu'on peut s'impliquer dans la société aussi en continuant à faire de la science, mais autrement, quoi, en traduisant, parce que je suis très sociologie de la traduction, malgré moi. Donc voilà. Mais donc après, la question peut se poser en vivre, mais ça c'est des stratégies ou des tactiques qui pourraient advenir si jamais poste il n'y a pas. Donc vous voyez bien aussi les questions que ça peut sous-tendre. Je pense que Nadia, c'est encore autre chose. Alors, moi, sur le côté... parce que je trouve que pour se poser la question, est-ce qu'on est militant des sciences ou militant politique, moi j'ai juste envie de dire pourquoi j'ai décidé de faire une conférence gesticulée. C'est qu'à un moment donné, je me rendais compte que moi j'étais dans une démarche de recherche, que je travaillais sur des questions où j'avais pas... où au fur et à mesure en fait, que je découvrais des choses, où je mettais en perspective des discours politiques sur la pauvreté, sur la fraude sociale, ce que je voyais par rapport aux fraudes fiscales en termes de chiffres, de coûts, ce que je mettais en perspective entre les gens qui ne demandent pas leurs prestations et ce que ça représente en termes de coûts qui est largement plus élevé que les fraudes aux prestations. Quand je mettais en parallèle en fait, des éléments que j'étais en train de briguer dans le cadre de ma recherche,
Et puis quand j'allais dans les institutions, dans le cadre de mes recherches, pour voir comment ça se passait, comment étaient pensées les questions d'accès au droit, comment ça s'était impacté par des questions d'organisation. En fait, au fur et à mesure de ma recherche, j'ai fini ma recherche et l'écriture du rapport en étant super en colère en fait de ce que je trouvais. Parce que j'étais pas partie pour trouver ça. J'étais partie pour poser des questions, pour voir ce qui se passait. Et aussi bien en cadre analytique, je voyais des arguments qui me permettaient de développer des analyses. Aussi bien moi personnellement, je me disais c'est pas possible ce truc-là. Il faut en parler parce que qu'est-ce qu'on entend dans les médias, comment on alimente des images de gens qui profiteraient du système, comment on alimente une stigmatisation qui participe finalement à une souffrance sociale. Il y a eu un moment donné, à côté et avec la chercheur qui était en train de conduire une recherche, l'être humain, en fait, et la citoyenne qui se disait à un moment donné, oui, tu vas publier dans des revues, tu vas mettre des mois ou des années à publier dans des revues avec tous tes arguments, tu as plein d'éléments, c'est pas le problème, mais juste en fait, ça, il ne faut pas que ça reste dans la Revue française des affaires sociales, parce que qui la lit ? Il y avait un côté où je me disais mais ça en fait ça peut servir à d'autres, ça peut servir à des milieux militants, ça peut servir à différents types d'organisations, ça peut aussi servir en termes de déconstruction de représentation sociale où je me sentais presque en fait Durkheim, il dit la sociologie ne vaudrait pas une minute de peine si elle n'était pas utile. Alors, je ne sais plus comment il le formule exactement, mais il y avait un peu ce truc de, là, en fait, je produis du savoir avec des perspectives critiques, analytiques. Je suis capable de monter une analyse de la situation, des images sociales et pourquoi il y a ces images sociales, comment c'est reçu, comment fonctionne l'institution, comment l'institution, dans les mécanismes de management, c'est pas du tout fait pour favoriser l'accès au droit. Enfin, il y avait un certain nombre de choses que j'étais en capacité de mettre en lumière où je me suis dit, en fait, ça, le citoyen a le droit de savoir parce que je suis en train de faire une recherche. Pour faire cette recherche, je suis financé par des financements publics et pour moi, il y avait quelque chose de normal d'essayer de trouver un autre mode de communication que l'environnement purement scientifique des publications, des communications, où d'ailleurs ça faisait aussi réagir dans l'environnement scientifique, on disait c'est intéressant, on proposait des publis, mais je me suis dit à un moment donné, tout ce que je ne peux pas dire, moi, en termes personnels, comme colère aussi, comme mise en perspective potentielle, tout ce que je ne peux pas dire, j'ai envie de le dire d'une autre manière. Donc il y avait dans cette conférence gesticulée une volonté à la fois parce qu'au fil de la conf, du coup, je présente un peu mon arrivée sur le terrain, comment je me pose des questions, puis après j'ai découvert ça, puis après je me suis posé telle question. Donc je raconte un peu mon parcours de recherche, tout en introduisant des éléments pour dire qui je suis, pourquoi je suis là, les questions que je me pose. Et puis il y avait la volonté de présenter une recherche et des résultats de recherche, clairement. On peut reprendre un article et on a l'article justement de la Revue française des affaires sociales qui reprend finalement les conclusions que j'ai dans ma conférence gesticulée. Et puis il y avait la citoyenne qui avait envie de dire non mais attendez, si on met en perspective où il y avait en fait une volonté aussi politique de déconstruire des images sociales, de montrer comment il y avait une forme de manipulation, d'instrumentalisation de certaines catégories de population. Alors, en vivre là pour l'instant, moi je vis de la recherche et les conférences gesticulées, c'est à côté, mais je suis en situation précaire, donc je sais pas, je sais pas ce que ça va donner. Dans l'idée, moi je trouve ça intéressant en fait de pouvoir faire les deux. Moi, si j'ai décidé de faire de la recherche, c'était pour essayer de produire du savoir, parce que ça m'intéresse, parce que je trouve ça fascinant, et qu'il y avait aussi la volonté de potentiellement produire du savoir aux endroits où on sait que si on ne va pas le produire, il n'y aura pas forcément quelqu'un qui le produira en contrepoint, et en donnant aussi la parole à ceux qui l'ont pas ou qui l'ont peu, et on sait très bien pourquoi ils l'ont pas ou ils l'ont peu. Donc il y avait une volonté de produire une critique sociale et que cette critique sociale, elle puisse être utile et utilisable.
Pas forcément moi en lançant des gros mouvements, etc., mais du moins en fait en faisant ce travail de partage à la fois d'une recherche, de réflexion et puis de colère en fait, de colère sociale et politique. Merci beaucoup à tous les 5. En fait, je vois la thermomètre à Anne qui est 20h. La difficulté, c'est que les locaux vont fermer et qu'on est donc obligé de tenir très durement le... Est-ce que vous aviez envie toutes les deux de rajouter un mot par rapport à la question qui a été posée ou Doudou, on est doctorants de toute façon. Oui, donc. Pour moi, c'était un défi personnel plus le concours de ma thèse en 180 secondes. Voilà, donc je ne peux pas vraiment répondre à la question puisque je suis encore doctorante et je ne mène pas des activités de médiation à côté. Et juste pour conclure sur ça aussi, il y a des conférenciers gesticulants qui sont intermittents du spectacle, du coup, qui en font leur activité principale avec leurs conférences gesticulées. Ils sont assez nombreux et le reste ont une activité professionnelle à côté. Pardon. Ah oui, j'en profite pour faire une annonce, parce que je me retrouve avec plein de chercheurs, j'imagine. L'année prochaine, la commission chaire va faire des chaires surprises. Donc, c'est-à-dire qu'il va y avoir des chaires toute l'année qui sont programmées longtemps en amont. Et on a un problème à l'Université populaire de Bordeaux, c'est qu'on réagit très peu à l'actualité. Du coup, il y aura une chaire surprise par mois. Donc, si vous êtes chercheur, chercheuse en sciences sociales ou en autre chose, et que vous avez envie de rentrer dans notre banque de données de chercheurs qui veulent bien intervenir pour essayer d'expliquer des choses sur un sujet du style une réforme de Macron qui sortirait comme ça en novembre, vous pouvez nous donner votre adresse email, nous contacter et travailler ensemble pour l'éducation populaire. Merci beaucoup.